Alors, il est 11 heures. Bonjour à toutes et à tous qui participent au webinaire Télétravail et pourquoi et comment. Comme vous pouvez noter, je ne suis pas chez moi aujourd'hui, mais je peux vous assurer que les derniers mois, j'ai travaillé beaucoup depuis ma maison. Et comme j'ai la chance de travailler pour une organisation qui offre depuis des années déjà cette forme flexible de travail, c'est vrai que j'ai pu enclencher tout de suite et je n'ai pas perdu du temps sur mes projets. Si vous souhaitez pérenniser le télétravail dans votre organisation, dans votre entreprise, il faut bien savoir les avantages et les risques du télétravail et aussi avoir une bonne vue d'ensemble des points qu'il faut connaître, qu'il faut savoir pour bien mettre en œuvre cette forme flexible de travail. C'est justement ces points que Madame Valen, psychologue du travail et des organisations, ainsi que conseiller accrédité de promotion santé suisse, va partager avec nous. Elle invitera aussi Madame Vernet à raconter son expérience, l'expérience de son entreprise lors du lockdown. Et puis, à la fin, on vous demandera, on vous posera des questions pour mieux cibler l'offre de ce type de webinaire. Mais avant de passer la parole à Madame Valen, un petit exercice. Je vois qu'il y a des participants qui sont étonnés qu'ils n'ont pas l'audio et la vidéo. Effectivement, l'audio et la vidéo, c'est réservé aux personnes, aux intervenantes. Et pour vous, participantes et participants, la forme de communiquer avec nous, c'est par le biais de la chat que je vois, elle est déjà pas mal utilisée. Et donc, je vous invite à faire un petit exercice. Donc, écrivez dans la chat le chiffre qui correspond à la région depuis laquelle vous êtes connecté pour suivre ce webinaire. Alors, il y a beaucoup de réponses. Merci beaucoup. Je vois que ça marche bien avec la chat. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais les noter. Je ne sais pas si dans les 45 minutes, nous avons le temps, effectivement, de traiter toutes les questions. Nous allons rester un petit moment après 11h45 encore connectés pour répondre à vos questions. Mais on va aussi vous donner nos adresses mail pour pouvoir nous contacter. Alors, c'est avec grand plaisir que je donne la parole à Madame Valen. Merci beaucoup, Madame Perego, et bonjour à toutes et tous. Bienvenue en ligne pour ce webinaire télétravail. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, les enjeux du télétravail durable, est-ce qu'il vaut la peine finalement de renforcer ou de mettre en œuvre ce mode d'organisation du travail? Alors, c'est pas nouveau que finalement la question de la santé au travail est un enjeu pour les entreprises et les organisations. Bien avant cette pandémie, c'était déjà une préoccupation à plusieurs titres. Bien que la pénibilité du travail se soit peut-être amoindrie grâce à l'automatisation ou aux moyens auxiliaires, on a un déplacement des risques pour la santé aujourd'hui vers des risques qu'on pourrait plutôt appeler les fameux risques psychosociaux ou de manière plus large vers la santé mentale ou psychosociale des collaborateurs. Le constat que l'on peut faire déjà depuis un certain temps, c'est que les gens se sentent fatigués, pour certains épuisés ou même brûlés dans leur activité professionnelle, et ceci a des conséquences évidemment sur le travail, sur l'organisation, sur les autres collaborateurs, mais aussi sur les coûts de la santé et on peut le voir ici aussi sur l'octroi des rentes AI. Le chiffre qui est intéressant ici de constater, c'est ces 46% des personnes actives en Suisse qui ressentent un déséquilibre entre finalement les contraintes ou les exigences de leur travail et les ressources à disposition. Et c'est finalement ça que l'on va utiliser comme définition de la santé. Finalement, c'est d'arriver à conserver un équilibre entre ces contraintes et ces ressources. Alors, le télétravail, est-ce qu'il va participer à cet équilibre ou au contraire, est-ce qu'il risque d'apporter des contraintes supplémentaires? Autrement dit, est-ce que le télétravail, finalement, c'est le mode d'organisation, un petit peu la panacée, comme on entend pas mal ces temps?
Pour répondre à ceci, j'ai invité Ingrid Vernet, qui va se présenter tout à l'heure et qui est directrice des ressources humaines d'une organisation qui a mis en place le télétravail et des dispositions spécifiques pendant cette crise. Elle va vous parler de son expérience et puis nous reviendrons ensemble pour débattre des points de vigilance à considérer pour la mise en œuvre ou le renforcement du télétravail. Je lui cède la parole. Et bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Donc, je suis psychologue du travail et des organisations. Je suis la présidente de psyforwork.ch que je vous invite à visiter sur notre site. Et je suis aussi effectivement la DRH de Ringier Axel Springer en Suisse romande. Ringier Axel Springer, c'est une entreprise de presse en Suisse, active en Suisse. C'est 650 personnes, 650 employés, 220 à Lausanne, avec 4 domaines de publication. Vous connaissez certainement Le Temps, Illustré, TV8, PMU Magazine. Donc, toutes ces personnes collaborent avec moi en tant que journaliste, graphiste, correcteur et tous les métiers qui tournent autour de la diffusion de la presse en Suisse romande. Alors, la digitalisation pour Ringier Axel Springer en Suisse romande, c'est pas nouveau. C'est déjà quelque chose qui nous occupe depuis un certain nombre d'années, surtout notamment par rapport à la disruption, ce mot qui montre que plein d'autres acteurs que les gens occupés par les métiers de la presse peuvent diffuser de l'information. Je pense ici à Google, Facebook et autres. Donc, il a fallu, pour les métiers de la presse, se réinventer, et c'est passer par de la digitalisation. Donc aujourd'hui, la digitalisation dans notre entreprise et pour les employés qui travaillent avec moi, c'est quelque chose d'assez courant dans leur quotidien. Ils travaillent régulièrement sur des supports web, sur des supports digitaux, pour publier leurs articles. En fait, le métier de journaliste aujourd'hui a bien changé. Il n'est plus seulement un écrivain pour une presse papier où il n'y a pas tellement d'interaction avec le lecteur, mais au contraire, maintenant, avec les réseaux sociaux, avec les outils collaboratifs, avec les portails intranet internes, tous ces éléments ou outils digitaux font partie du quotidien de nos collaborateurs. Cependant, et c'est ce qu'on a pu constater pendant cette crise, le télétravail chez nous n'était pas forcément institutionnalisé tel qu'on peut l'entendre dans d'autres entreprises. Parce qu'effectivement, pour nous, un journaliste qui fait bien son travail, c'est un journaliste qui n'est pas à son bureau et qui n'est pas à la rédaction, mais qui est sur le terrain en train de faire son travail. Et puis, un journaliste qui écrit son article depuis chez lui, depuis un café, depuis d'autres endroits que son bureau à la rédaction, pour nous, c'est quelque chose de tout à fait inscrit dans la manière de travailler. Donc, si vous voulez, on n'avait pas un télétravail institutionnalisé en tant que tel et concret, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de règles, pas de règlement par rapport à ces éléments-là. Et ce sont des choses qui, aujourd'hui, peuvent devenir utiles pour les entreprises. Je parle aussi des outils de visioconférence tels qu'on est en train de le vivre juste là maintenant. C'était aussi quelque chose qui était peu utilisé chez nous avant le confinement. On avait plutôt tendance à faire 2 heures de train pour aller à une séance à Zurich pour 2 heures aussi et revenir, ce qui n'est pas très efficace. Donc là, effectivement, la visioconférence est quelque chose de plus utilisé dorénavant. Alors, je vais essayer de vous raconter un tout petit peu, vous connaissez très bien cette courbe qui relate les nouveaux cas annoncés, donc la courbe de cette crise que nous avons tous vécue. Je vais vous donner un tout petit peu l'historique et puis les étapes qu'on a franchies durant cette crise au niveau du télétravail et de la manière de gérer cette crise. La première des choses que l'on a mis en place, c'était le 24 février, quand on a commencé à avoir des informations sur l'épidémie, c'est la mise en place d'une cellule de crise dirigeante qui devait établir les plans d'action et tous les éléments qui seraient essentiels à la fois préserver la santé des collaborateurs et à la fois de poursuivre les activités le mieux possible. Alors, cette cellule de crise,
Elle était composée de 3 membres de la direction dont je faisais partie et elle nous a permis de mettre en place tous les plans d'action pour les mois futurs. On ne savait pas encore exactement combien de temps ça allait durer. Tous les plans d'action à mettre en œuvre dans les mois à venir. Alors, on a sollicité évidemment tous les chefs d'équipe, tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices à participer à l'élaboration de ces plans d'action. L'idée, c'était d'identifier les risques et leurs impacts. Qu'est-ce qui pouvait y arriver dans cet environnement très incertain? Qu'est-ce qui allait pouvoir se passer en termes d'activité, en termes de santé des collaborateurs, en termes carrément d'arrêt de production. On a essayé d'identifier les facteurs aggravants, de mettre en place un système ou un processus de remontée d'informations. Comment est-ce qu'on va obtenir les informations sur l'état de la situation, et notamment en termes RH, si j'ai des symptômes, si je suis malade, si j'arrête de travailler, comment est-ce que je fais remonter cette information à mon équipe, mes collègues, mes chefs, ma direction. On a essayé de distinguer aussi les différents niveaux de crise et puis d'anticiper les mesures adaptées à chaque niveau. Donc ça voulait dire aussi comment est-ce que l'entreprise continue la production des différents titres avec 10, 20, 40, 60% des effectifs absents ou malades. Donc essayer d'imaginer un certain nombre assez important de scénarios. On a identifié les postes clés, les activités sensibles, réparti les rôles et les responsabilités, les processus de décision revus dans ce cadre du télétravail et du travail à distance. Et puis, on a redéfini, par rapport à ce qu'on avait antérieurement, les outils et les changements de méthode de travail nécessaires pendant cette crise. Donc ça, c'était 24 février. Le 26 février, vous voyez sur les petits logos qui sont au fond de ma slide, on a commencé à restreindre les déplacements de nos journalistes qui sont censés aussi aller sur le terrain, mais à l'extérieur de la Suisse. On a rapatrié les journalistes des zones sensibles d'Italie, de France, de l'Asie. Ça veut dire qu'on a dû mettre les premières personnes en quarantaine par mesure de précaution. Ça a été très très mal vécu au début par les personnes qui revenaient parce qu'elles se sentaient mises de côté, mises à l'écart de tout ce qui se passait, alors que justement le métier du journaliste, c'est aussi de pouvoir faire état de tout ce qui se passe dans le monde. Et puis il y a cette effervescence de vouloir absolument informer en tout temps et à toute heure. Donc c'était difficile pour nos journalistes. On a eu aussi dans les premiers cas de personnes atteintes qui se sont déclarées, on en a eu quelques-uns chez nous, donc aussi prendre des mesures de suivi, de gestion de ces absences et de ces maladies. Et puis le 9 mars, en fait, on avait travaillé jusque-là pour équiper toutes les personnes pour le télétravail à domicile. Alors, quand je dis normalement, tous les collaborateurs de chez nous ont un PC portable. Donc, c'est assez facile de partir du bureau avec son PC sous le bras et puis de continuer son activité de là où on est. Sauf pour des métiers très spécialisés, notamment par exemple les graphistes, où ils ont des écrans, des programmes très très spécialisés. Donc là, il a fallu achalandrer tous les postes, les transporter au domicile de chaque personne concernée. Et donc ça, on l'a fait au début du mois de mars. Et puis, le 16 mars, effectivement, là, toutes les personnes, y compris vous, ont été obligées au confinement. Et chez nous, ça a signifié 98% des collaborateurs en télétravail. On a une toute petite portion de collaborateurs qui devaient quand même rester sur site, notamment au secrétariat, pour accueillir s'il y avait encore des gens qui devaient venir, mais ça a été très, très rare. Et puis, pour faire une surveillance aussi des locaux. Alors,
Deuxième phase, donc à partir du moment où les collaborateurs sont en télétravail, donc on est dans le pic de la crise, là effectivement l'effort très important a été de préserver la santé des collaborateurs, d'essayer de poursuivre au mieux toute la production. Donc on a mis en place un certain nombre de mesures pour gérer ce pic. Je dirais qu'un des points les plus importants et les plus challenging pour moi en termes RH, ça a été cette intensification de la communication interne, très très important dans ce moment de crise, où il a fallu, dans une situation totalement incertaine et floue, répondre à des questions dont on n'avait pas du tout les réponses. On essayait d'être le plus transparent possible, le plus crédible possible, toujours essayer de dire, ben voilà, en l'état, aujourd'hui, c'est ce qu'on sait. En l'état, à cette heure-ci, c'est ce qu'on sait. Et c'est ce qu'on peut vous dire. Et puis, d'être très, très flexible et essayer de rassurer au maximum les collaborateurs. Essayer d'éviter toutes les rumeurs, donc essayer de vraiment se focaliser sur les faits concrets. Pour que cette communication ne parte pas dans tous les sens. Ça nous a permis, et ça c'est un constat qu'on fait a posteriori, de renforcer très fortement le sentiment d'appartenance à notre entreprise. Ça a donné une nouvelle dynamique aussi à certaines équipes qui tout à coup découvraient une nouvelle manière de se coordonner, de coopérer. On a pu, avec un certain nombre de démarches aussi, démontrer les valeurs de l'entreprise et renforcer notre image employeur. Pour ça, effectivement, qu'est-ce qu'on a fait ? On a demandé à notre management d'intensifier les séances de coordination d'équipe, d'intensifier les séances en one-to-one, les séances individuelles. Le service RH a mis en place une ligne téléphonique professionnelle externe pour offrir un soutien individuel à toute personne, tout collaborateur qui aurait pu le souhaiter ou qui avait un tel besoin. Ça a été une ligne téléphonique qui a été très appréciée. Elle a été relativement peu utilisée concrètement, mais les éléments que m'ont remonté les collaborateurs, c'est que le fait de savoir que cette ligne téléphonique existait, ça les a déjà rassurés, ça les a confortés dans le fait que si jamais il devait y avoir un souci perso ou des préoccupations, du stress, des éléments difficiles à vivre chez eux, ils avaient la possibilité de pouvoir recourir à cette ligne téléphonique. Nous avons mis aussi en place un café virtuel hebdomadaire. Donc ça, c'était vraiment une séance visio qui n'était pas une séance en fait, c'était plutôt vraiment la possibilité à chaque collaborateur de joindre cette visio pour partager un café, concrètement de chacun avec son café à la main derrière son écran et échanger sur le vécu au quotidien, sur les préoccupations. Alors, c'est quelque chose qui a été très suivi. On a vraiment mis en place ça au tout début du confinement et on l'a fait chaque semaine pour toute la durée du confinement obligatoire. Ça a perduré aussi jusqu'à la fin du mois de mai. Très suivi. Les gens ont beaucoup apprécié ce petit moment pour pouvoir souffler aussi et pouvoir retrouver les collègues autrement que juste dans l'échange sur le contenu du travail. C'était très important pour moi aussi dans la gestion et dans l'accompagnement des collaborateurs d'être dans la bienveillance et la compréhension liée à toute situation individuelle. On a eu énormément de situations personnelles, voilà, avec toutes les possibilités qui existent, avec des parents qui devaient s'occuper d'enfants, des parents qui étaient à l'étranger, des parents séparés, des personnes avec des soucis de santé, des personnes avec des soucis sur leurs proches. Donc, effectivement, de chaque fois essayer de répondre à toutes les demandes de flexibilité de la manière de travailler sur les horaires, sur les jours, sur la manière de faire ou la manière de produire, sur les résultats attendus aussi, d'être tout à fait bienveillant dans cette situation parce que c'est déjà juste exceptionnel de voir à quel point l'implication et les collaborateurs ont continué à faire leur job dans une situation de stress aussi importante que celle-là.
Donc voilà, c'était la moindre des choses de notre part d'être dans cette bienveillance et dans cette compréhension. On a mis en place aussi des questionnaires mensuels pour évaluer le vécu de cette gestion de crise et puis de voir un petit peu quelles étaient aussi au fur et à mesure les attentes ou les besoins qui n'avaient plus besoin d'être remplis. On est finalement arrivé à la mise en place du chômage partiel. Je dis pourquoi finalement, parce qu'effectivement, pour les journalistes, ça a été une période très, très, très chargée et ils avaient énormément de travail. Donc, c'était assez compliqué de faire entendre et de montrer que finalement, il fallait quand même passer par une mesure de chômage partiel pour pouvoir aussi assurer la pérennité de l'entreprise pour la suite. Donc les mesures financières étaient aussi importantes. Mais effectivement, quand on travaille déjà à 200% pour faire perdurer la production, c'est difficile de demander aux personnes de travailler moins. Voilà. Et puis, une mesure qui est très importante pour moi parce que je trouve qu'elle a eu un impact très important auprès de nos collaborateurs et c'est une vidéo qu'on a pu développer avec Madame Valène et que j'aimerais que vous visionnez dans quelques secondes. Donc, il nous a permis de fournir quelques conseils de gestion de la situation de crise au quotidien, chacun pour soi, parce que c'est aussi une responsabilité personnelle de prendre soin de sa propre santé mentale et physique. Merci beaucoup Ingrid. On va vous mettre le lien vers cette vidéo, mais comme on est déjà un petit peu en retard par rapport au programme, on va vous proposer de la regarder chacun pour vous à un moment qui vous convient. Et puis du coup, on va directement enchaîner avec le bilan d'Ingrid par rapport à cette situation et au télétravail qui a été du coup mis en valeur, on va dire, pendant cette crise. Alors, effectivement, aujourd'hui, on est dans la troisième phase le déconfinement. Ça reste une phase très compliquée parce que la situation reste toujours assez incertaine, avec des hauts et des bas par rapport à la capacité de cette épidémie à reprendre. Donc, de notre côté, la reprise du travail se fait très, très, très progressivement. Aujourd'hui, on est au 1er juillet à 50% de collaborateurs qui reviennent au travail. En même temps, effectivement, la production ne s'est pas arrêtée, donc la production a vraiment continué avec le télétravail, donc elle était tout à fait adaptée. Effectivement, ce qu'on a pu constater pendant cette période, c'est la capacité d'adaptation, la capacité à penser autrement et la flexibilité de nos collaborateurs qui ont fait toute la différence dans cette poursuite de la production. Et c'était très important effectivement pour que l'on puisse assurer aussi la pérennité de l'entreprise à plus long terme. Ça nous a permis de manière assez spontanée et assez spontanée de voir émerger quelque chose qu'on essaie de mettre en place déjà depuis un certain nombre d'années par rapport à cette culture de la responsabilisation et de l'autonomie. Dans le sens où là, effectivement, l'ensemble des collaborateurs étaient derrière son PC chez lui et puis on a fait confiance et ils avaient confiance aussi les uns en les autres et en nous. Donc c'est vraiment quelque chose qui a pu être mis en valeur et qui a pu avoir son effet. Donc ça, c'était très intéressant comme conséquence, je dirais, de cette crise. Et puis, effectivement, le télétravail, aujourd'hui, il n'est plus vu comme juste l'envie de rester chez soi pour faire autre chose que de travailler, ce qui a pu être le cas qui a pu générer ce type de pensée pour certaines personnes. Aujourd'hui, le télétravail, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est entré dans la pratique. Par contre, effectivement, on va le concrétiser avec des règles un peu plus claires parce que c'est aussi important de le cadrer et puis avec un soutien dans la formation du management à distance parce que ça c'est aussi quelque chose qui pour nous a été important. On est manager, on est collaborateur, on fait son travail, on devient aussi manager, on est formé à être manager et manager à distance c'est encore une autre manière de manager, donc ça c'est aussi des compétences qui peuvent s'acquérir et qui peuvent être soutenues dans ce développement.
On a eu la chance de pouvoir faire un débriefing par rapport à ce qui s'est passé. Les analyses sont encore en cours, mais on voit qu'il y a un certain nombre de gaps maintenant et d'éléments qui ont pu être amenés par la crise dans notre fonctionnement interne. Donc là, on redéploie des analyses sur la stratégie, la structure, la culture de notre entreprise, et ça sera une manière aussi de bénéficier, entre guillemets, de cette crise, c'est de faire avancer maintenant les choses dans un mode de fonctionnement plus flexible et plus responsabilisant ou responsabilisé. Voilà. Merci beaucoup Ingrid. Un grand merci pour ton intervention et ton témoignage. C'est intéressant de constater que le télétravail a été particulièrement finalement amplifié en situation de crise. Et c'est peut-être le premier apprentissage par rapport à ce mode d'organisation du travail. Il est possible que ce qui a fonctionné pendant cette crise ne fonctionne pas aussi bien, on va dire, par beau temps, ou en tout cas au quotidien. Il faut bien voir que nous étions dans une situation tout à fait particulière dans laquelle presque tous les métiers et toutes les tâches ont dû être effectuées à distance. Donc il y avait un côté obligatoire à cette distanciation du lieu de travail qui visait surtout à assurer l'essentiel. Tout le monde était bien conscient qu'on était dans une situation ponctuelle, ce qui fait qu'il y avait aussi, on va dire, la volonté et la motivation pour donner un coup de collier, histoire de faire perdurer l'activité et du coup aussi une certaine peut-être tolérance que l'on ne retrouverait pas nécessairement par beau temps. Donc voilà, peut-être la première leçon à retirer de ça, c'est qu'il vaudrait la peine effectivement, comme le fait Ringier, Axel Springer, de faire un bilan de ce qui a déjà bien fonctionné et moins bien fonctionné pendant cette crise, afin d'identifier ce qu'on souhaite garder, ce qu'on souhaite peut-être abandonner et ce qu'on souhaite modifier ou cadrer pour que ce mode d'organisation du travail génère finalement plus de ressources et soit vraiment un bénéfice pour toutes les parties et pas des contraintes supplémentaires. On vous l'a dit, l'idée de ce webinaire était aussi de mentionner un certain nombre de points de vigilance pour vous, entreprises qui souhaitez mettre en place ou amplifier ce mode d'organisation du travail. On va passer brièvement en revue ces 7 questions ou points de vigilance à aborder pour faire du télétravail finalement un mode d'organisation vraiment durable. Tout d'abord, peut-être, c'est se poser la question de vos motivations en tant qu'entreprise. Finalement, quelles sont vos réelles intentions ou pourquoi vous souhaitez mettre ce mode de travail de manière plus prépondérante dans votre organisation? Quels seraient les avantages ou les plus-values pour vous en tant qu'entreprise, pour les collaborateurs, peut-être aussi pour les clients et les partenaires de votre organisation, et aussi peut-être en termes de responsabilité sociale d'entreprise? Ces motivations devraient être absolument claires. Elles peuvent être aussi de l'ordre très pratique et pragmatique. Moi, j'entends aussi beaucoup, voilà, c'est aussi un moyen de rationaliser l'utilisation des locaux, peut-être d'utiliser moins d'espace. Oui, c'est une motivation comme une autre. C'est important d'en être conscient et, dans la mesure du possible, d'être vraiment transparent sur vos intentions. J'entends aussi des motivations qui vaut la peine de checker. Je vous donne un exemple. J'entends aussi beaucoup que finalement réduire les déplacements vers le lieu de travail pourrait être bénéfique pour l'écologie. Alors, peut-être que vous l'avez entendu, mais le 24 avril dernier, il y a le professeur Patrick Rera de l'Université de Lausanne, qui est professeur de géographie des mobilités, qui a eu tendance à minimiser finalement le bénéfice en termes, par exemple, de pollution des transports pour commuter sur son lieu de travail. Donc, oui, avec les motivations, mais faites un petit peu de fact-checking, comme on dit aujourd'hui, vérifiez qu'elles sont finalement véritables et véridiques et communiquez-les. Une fois que vous avez identifié vos attentes et les bénéfices attendus, mettez aussi des indicateurs finalement. À quoi verriez-vous que à la fois les collaborateurs, mais aussi l'entreprise en tant qu'entité, bénéficient de ce mode d'organisation du travail? À quoi verrez-vous qu'il n'y a pas d'impact négatif sur les clients et partenaires? Le second point de vigilance, et là, Ingrid Vernel a aussi clairement posé, c'est la question de la culture de travail et du style de conduite au sein de votre organisation.
Je vous ai donné 3 exemples de questions, par exemple, à se poser. Est-ce que le degré de formalisation, autrement dit, est-ce que vous êtes une organisation très formalisée où tous les processus sont procédurés, protocolés? À ce titre-là, on pourrait dire que c'est plutôt favorable au télétravail. De l'autre côté, il risque d'y avoir un enjeu lorsqu'il y aura une question ou une impossibilité de se conformer aux procédures et que l'on est à distance. Du coup, comment avoir des canaux de vérification que l'on reste, on va dire, dans la ligne quand je ne peux pas aller juste vers le voisin ou facilement vers le chef de suite pour, on va dire, dévier d'une procédure ou d'un protocole. La question de la centralisation des décisions, en termes aussi de culture de travail, est très importante. Si vous avez un mode décisionnel très structuré, très hiérarchisé, le télétravail pourrait tendre à ralentir un petit peu la prise de décision et du coup, quand il faut faire intervenir pas mal d'acteurs, rendre le tout un petit peu plus long. La grande question autour de la culture du travail, c'est aussi la culture de conduite. Est-ce que vous êtes dans une organisation qui est dans le contrôle ou dans la confiance? Par définition, le télétravail, c'est un mode d'organisation qui requiert de l'autonomie, une certaine marge de manœuvre, une certaine sphère d'influence du collaborateur, donc avec de la responsabilisation et de la confiance. Une culture de travail très contrôlante va créer des enjeux par rapport à ça. Le point de vigilance suivant, c'est pour qui? Est-ce qu'on considère souvent les métiers, il y a des métiers faits pour le télétravail et d'autres métiers qui ne sont pas faits pour le télétravail. C'est une approche un peu réductrice. On pourrait aller encore à un degré de granularité un petit peu plus approfondi en parlant plutôt des délivrables ou des tâches qui sont adaptées ou non au télétravail. Ici, on a 3 schémas finalement de tâches au sein d'équipes. Le premier qui qualifie les tâches qu'on appelle additives, donc où chaque collaborateur d'une équipe fait exactement la même chose, a les mêmes compétences et délivre la même activité ou la même prestation. Là, c'est le type de tâche typique qui se prête bien au télétravail. Par contre, il y a au milieu des tâches, par exemple, séquentielles, où l'activité va devoir passer d'une main à l'autre avant de pouvoir être délivrée pour la personne ou le bien à laquelle elle est destinée. Il peut y avoir aussi des tâches réciproques, où finalement, il va y avoir un aller-retour entre un certain nombre d'acteurs dans l'équipe pour pouvoir délivrer la prestation. Avec ce type de tâches-là ou de délivrables, ça se prête un petit peu moins au télétravail parce que ça va évidemment demander beaucoup de coordination et une intensification des relations pour être sûr que l'on ne perd pas finalement de temps et de qualité dans le délivrable. Et puis à droite, on a des tâches ou des délivrables qui requièrent une collaboration très intensive avec une complémentarité, des compétences diverses et variées qu'il faut mettre ensemble et utiliser ensemble au même moment pour délivrer. Alors là, évidemment que le télétravail est probablement plutôt source de contraintes que de bénéfices. Dans les questions autour du pour qui, c'est aussi intéressant de se poser la question de savoir si c'est une option volontaire ou obligatoire. On ne va pas réfléchir à la même manière selon la réponse que l'on va y donner. Est-ce que ce sera pour les métiers et tâches adéquates, on va dire quelque chose de continu, de définitif, voire de contractuel, ou est-ce que cela peut aussi suivre des périodes de vie qui fluctuent en fait et des besoins qui fluctuent de la part des collaborateurs? Est-ce qu'il y aura une possibilité aussi, bien évidemment tant pour les hommes que pour les femmes, pour les plus anciens comme pour les plus jeunes, pour les managers et pour les collaborateurs de pratiquer ce télétravail? Voilà, donc la question du qui, elle vaut la peine d'être creusée pour que l'on soit sûr aussi que finalement cela colle aussi aux préférences de fonctionnement des personnes. Vous l'avez peut-être constaté si vous l'avez pratiqué pendant cette crise, tout le monde n'est pas finalement fan ou n'apprécie pas de devoir travailler à distance. Beaucoup de collaborateurs apprécient le contact direct
avec l'équipe. Et pour certains, c'est un mode qui tend plutôt à réduire leur performance individuelle qu'à finalement l'embellir ou la renforcer. Donc, voilà pour quelques questions par rapport à qui. Le point de vigilance suivant concerne l'équipe. Une équipe, ce n'est pas juste un groupe ou un conglomérat de personnes qui travaillent ensemble, mais c'est un véritable team qui se construit autour d'un objectif commun, d'un délivrable ou de plusieurs délivrables communs. Donc, elle doit se créer, se former. Une équipe, une véritable équipe, va aussi utiliser deux énergies. Hein. Il y a l'énergie évidemment de production, d'accomplissement des tâches, mais aussi l'énergie de cohésion. Et lorsque l'on tend à organiser le travail, on va souvent se focaliser beaucoup sur l'énergie de production. Comment allons-nous coordonner l'activité pour délivrer les tâches? Et peut-être un peu moins sur l'énergie de cohésion. Cette énergie de cohésion va être encore moins exploitée et utilisée en télétravail. Il est donc vraiment capital de se mettre un certain nombre de modes de collaboration à distance qui permettent d'avoir aussi des échanges, non pas sur la planification et la coordination, mais par exemple sur, de manière beaucoup plus informelle, le temps qu'il fait, comment chacun se sent, etc. Et c'est un exemple que Ringy Axel-Springer a mis en place avec ses cafés virtuels hebdomadaires, par exemple. Pour qu'une équipe reste une équipe, il est aussi nécessaire qu'elle puisse se voir physiquement, bien entendu, de manière très très régulière. Il y a une foule de choses, et vous avez probablement expérimenté ça autour des outils de travail à distance et de vidéoconférence, où l'on perd énormément d'informations non verbales, hein, sur finalement l'état dans lequel se sent la personne, sur finalement ce qui vient autour de sa communication verbale, avec des possibilités aussi des fois de mauvaise compréhension ou en tout cas d'impossibilité de vérifier l'hypothèse que j'ai parce qu'il ne faut pas parler en même temps, parce qu'on n'a pas le temps, parce que voilà. Donc, il y a aussi peut-être un nombre maximum de jours par semaine, selon les dernières statistiques que j'ai pu lire ces dernières semaines. Il semblerait qu'un maximum de 2 jours par semaine en télétravail, en moyenne, soit adéquat pour maintenir aussi la cohésion d'équipe. Donc, évidemment que quelqu'un qui travaille à 40% ne pourrait pas le faire complètement en télétravail si on veut maintenir justement cette cohésion d'équipe. N'oubliez pas qu'en termes de santé et d'équilibre au travail, l'équipe est l'un des 3 facteurs de motivation principaux. Je vais au travail et j'apprécie mon travail parce que je suis au sein d'une équipe géniale et j'apprécie interagir avec mes collègues. Le point de vigilance suivant concerne les processus RH. Bien évidemment qu'il y en a un certain nombre qui vont être impactés par ce mode d'organisation du travail. Le premier, peut-être le plus évident, c'est l'évaluation, la collaboration. Comment est-ce que je vais finalement vérifier que les objectifs sont atteints? Eh bien, ça suppose et présuppose évidemment qu'il y a des objectifs de fixer et que dans un mode de conduite de type confiance, c'est surtout ça que l'on va bétonner, verrouiller, définir, s'assurer que les objectifs sont clairs et que les modes de reporting, hein, de rapports réguliers sont définis. Pour le reste, ça peut vouloir dire faire confiance. Hein, et j'ai été témoin récemment auprès d'un de mes clients d'une situation où il me disait, ben voilà, j'ai vu tel collaborateur qui était censé être en télétravail dans le train avec un gros sac à dos de randonnée, donc manifestement, il n'est pas télétravaillé aujourd'hui. Donc, ça m'irrite. OK, mais peut-être que cette personne, justement, a choisi de la flexibilité parce que ce jour-là, il faisait très beau, et puis il va peut-être rattraper et délivrer son objectif dans les délais impartis. Donc, on peut aussi faire confiance et encourager la confiance, l'autonomie et la responsabilisation, d'où l'importance quand même d'avoir un cadre et des objectifs définis. La question de la reconnaissance et de la valorisation est très, très importante. Hein. On n'est pas vu à distance. Donc, la seule, on va dire, preuve de son travail, c'est le délivrable et c'est l'atteinte de l'objectif. Mais l'effort que j'y ai consenti, l'expertise que j'ai pu y mettre, comment est-ce que je vais pouvoir valoriser ça? Et c'est un enjeu que j'ai beaucoup entendu à distance pendant cette période. Il
Il y a la question aussi de la formation et du développement, comment je permets à mes collaborateurs d'acquérir les compétences nécessaires pour l'utilisation des outils à distance. Et puis de l'autre côté, on a aussi la question du mentorat. Hein. Dans une situation de collaboration à distance, les possibilités de mentoring, autrement dit aussi d'imitation ou de formation sur la place de travail des plus seniors ou plus juniors va être réduite. Si vous voulez faire aussi de ce télétravail quelque chose de contractuel, il y aura tout une panel de choses à poser comme question en termes de recrutement. Il faut évidemment peut-être réfléchir aux préférences de fonctionnement des personnes que vous souhaitez recruter si elles vont faire du télétravail. Et puis aussi au niveau légal, hein, il y a aussi des enjeux, par exemple, pour les travailleurs frontaliers, où à partir d'un certain taux d'activité à distance, il peut y avoir des questions de paiement de charges sociales dans le pays de résidence. Donc, il y a aussi des enjeux légaux. L'avant-dernier point de vigilance, c'est l'équilibre vie professionnelle-vie privée. La flexibilité offerte par le télétravail est importante, mais ça peut conduire aussi à des enjeux de surinvestissement. Donc, en tant qu'entreprise et en tant que cadre, c'est bien sûr important de vérifier que le travail est fait, mais c'est aussi important d'être vigilant sur ce possible surinvestissement et peut-être de questionner le collaborateur lorsqu'il fait beaucoup d'heures ou des heures en dehors des heures normales pour vérifier avec lui si c'est bien un choix pour lui permettre d'avoir un équilibre vie de famille et vie professionnelle adéquat ou finalement si c'est une manière une forme de surcharge finalement par rapport au travail. Il y a pas mal de situations d'épuisement hein, qui sont issues de cette période de pandémie, qui sont aussi dues au surcroît de stress engendré par la situation elle-même, mais il y a aussi un point de vigilance important à avoir ici. La flexibilité, c'est bien, mais trop de flexibilité peut aussi engendrer des problématiques. Il y a aussi tout ce qui touche au respect de la vie privée, bien entendu. Donc ça, c'est important de se référer à la loi par rapport au respect de la vie privée. Le dernier point de vigilance que je voulais aborder, c'est la question de l'infrastructure et de la sécurité des données. Alors, vous l'avez entendu, hein, il y a certains métiers, évidemment, comme les graphistes, qui nécessitent toute une infrastructure qui a été téléportée, apportée à la maison. Donc, ça nécessite évidemment un espace adéquat pour pouvoir le faire. Et la question aussi de la sécurité des données informatiques est en jeu. Voilà pour ce bref panel des points de vigilance à adopter si vous voulez faire de ce mode d'organisation du travail une source de ressources et pas de contraintes supplémentaires. Parfait. Merci beaucoup, Madame Valène, pour cette premier aperçu de tous les risques, avantages et les points qu'il faut tenir en compte pour la mise en œuvre du télétravail. Alors, c'est vrai que dans ce court laps de temps, c'était pas possible pour Madame Valène de entrer en profondeur dans les thématiques, et c'est pour cela que on vous invite à nous donner vos besoins pour que nous puissions ensuite vous offrir des webinaires qui respectent beaucoup plus vos besoins en termes d'informations sur le télétravail, mais pas seulement sur le télétravail et son implémentation, mais aussi sur d'autres thématiques sur la GSE. Donc là, je vais lancer un questionnaire. Nous avons encore quelques minutes. Je vous remercie de le remplir. C'est vraiment pour vous que nous voulons organiser quelque chose, donc ça doit vraiment respecter et voir vos besoins. Alors, là, normalement, vous devrez voir le questionnaire. Merci de répondre aux questions.
Alors là, je vois beaucoup de réponses, beaucoup de adresses mail que nous permettront de vous contacter. Si jamais vous voulez pas envoyer votre mail, mais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à consulter notre site web Promotion Santé Suisse. La chose meilleure et plus facile à faire, c'est de mettre comme mot de recherche webinaire télétravail. Vous tombez sur la page que vous connaissez déjà. Là, nous allons mettre les nouvelles dates parce qu'il me semble de comprendre qu'il y a quand même un souhait de creuser un peu plus certaines thématiques. Et puis, nous allons aussi mettre en ligne la présentation d'aujourd'hui et aussi l'enregistrement de ce webinaire. Cela va vous permettre de pouvoir entendre encore une fois ou reprendre quelques morceaux de ce webinaire. Je remercie beaucoup toutes les participantes et participants et aussi désolée s'il y a eu des problèmes techniques pour certains. C'est une nouveauté pour tout le monde d'utiliser un peu plus ces formes digitales qui existaient depuis un moment, mais qu'effectivement on l'utilisait pas trop, ou pas tout le monde. Et je remercie encore beaucoup les intervenantes. Et il me reste rien d'autre que de vous souhaiter un tout bel après-midi, un bon appétit et peut-être à une prochaine. Au revoir, on reste là. Dans le cas où vous avez des questions à nous poser, vous pouvez le faire via chat. Vous pouvez aussi envoyer un mail. Alors là, il faudrait que je termine le questionnaire pour que je puisse montrer encore une fois les photos des intervenants principaux, de l'intervenante principale. Merci aussi à Madame Vernet. Et puis vous avez nos adresses mail pour pouvoir nous contacter. Au revoir et bel après-midi. Alors pour la question sur trouver le webinaire, allez sur le site web promotionsanté.ch, puis vous tapez le mot-clé webinaire télétravail. C'est la façon la plus facile pour tomber sur la page. Alors, il y a une question pour vous, Madame Vernet, la toute dernière sur la chat. L'intérêt pour la directive sur le télétravail, ainsi que le sondage qui était proposé par Inguet. J'ai bien vu, l'entreprise. Je ne sais pas si, Annie, toi, tu as des exemples où tu as travaillé sur des directives de ton côté? Alors, j'ai eu hier l'information de l'Union patronale suisse et de la CVCI qui sont en cours d'élaboration d'un cadre qui devrait être disponible à partir du mois de septembre, mais c'est vraiment une information très préalable, donc qui nécessiterait encore confirmation.
Est-ce que parmi les personnes encore en ligne, il y aurait une ou deux questions spécifiques sur l'un de ces enjeux auxquels vous aimeriez une réponse aujourd'hui? Sinon, on y répondra aussi dans les prochains webinaires. Alors, nous avons géré, pour répondre à la question des heures supplémentaires et d'enregistrement du temps de travail, on a géré ça avec le logiciel de gestion des temps normal. Apparemment, il n'y a plus de questions. Donc, pour les très peu participants qui sont encore en ligne, c'est une toute dernière possibilité. Autrement, je pense que tout le monde souhaite quitter pour faire une petite pause avant de clasher dans l'après-midi. Alors, il n'y a aucune question qui vient. Alors, merci encore beaucoup, Madame Allen. Merci beaucoup, Madame Vernet. Et je pense à une prochaine fois parce qu'il y a un grand besoin selon les réponses. Au revoir. Au revoir.